En 72 heures, Ouagadougou a glissé du quotidien vers une capitale figée, comme si chaque carrefour devenait un poste d'observation. 23 unités redéployées autour du centre, des barrages, des communications chiffrées, puis des départs diplomatiques discrets. La séquence paraît fulgurante, mais elle suggère une préparation antérieure au premier convoi blindé. Qu'est-ce que cette accélération change, concrètement, pour la sécurité et la souveraineté? Et pourquoi Ibrahim Traoré s'impose-t-il dès que l'avenir du Sahel est mis sur la table? Le calme revient par fragments, pas la certitude, ni la faim. La promesse de cette analyse est volontairement sobre. Fournir une grille de lecture capable d'ordonner les faits sans se céder au spectacle ni au slogan. Il s'agit de comprendre ce qui se joue non pas à travers les discours officiels, mais à travers les mouvements concrets, visibles et invisibles qui structurent la séquence burkinabé. L'enjeu peut se résumer ainsi. Lire le pouvoir par ses actes plutôt que par ses déclarations publiques. Ce choix méthodologique n'est pas neutre. Il permet de distinguer l'improvisation de la préparation, la rumeur de l'indice, l'émotion de la stratégie. Dans un contexte saturé de narrations concurrentes, cette approche aide à repérer les signaux faibles, à replacer chaque événement dans une chronologie cohérente et à éviter les interprétations binaires. L'enjeu dépasse largement l'actualité immédiate. Ce qui se joue au Burkina Faso engage des équilibres régionaux, des choix de souveraineté et une capacité collective à absorber la pression sans rupture brutale. Comprendre cette mécanique, c'est déjà réduire une part du risque. En moins de 72 heures, 23 redéploiements sécuritaires ont encerclé Ouagadougou, soit près de 18% de la capacité opérationnelle nationale. Ce chiffre, discret en apparence, signale une anticipation plus qu'une réaction et suggère une architecture déjà en place avant l'alerte publique. À partir de ce point, le décor change de nature. Les patrouilles soudaines, les réunions annulées et les flux d'informations filtrés ne relèvent pas d'un chaos improvisé, mais d'un protocole. Placés sur une chronologie serrée, ces indices forment une séquence lisible, comparable à des scénarios observés ailleurs au Sahel. Les mêmes euphémismes circulent, d'ici, les mêmes rythmes s'imposent, les mêmes silences deviennent signifiants de signifiants. Le contexte burkinabé amplifie cette lecture. Dans un pays où chaque décision institutionnelle porte un poids politique immédiat, le calme n'est jamais neutre. Le silence de certaines ambassades, le gel ciblé de fonds, puis la synchronisation des messages médiatiques dessinent un champ de pression croisé. Rien n'indique une explosion spontanée. Tout renvoie à une montée graduelle, testée par paliers, ajustée en fonction des réponses locales. C'est ici que le rôle d'Ibrahim Traoré prend une dimension structurante. Pour une partie de la population, il incarne une tentative de continuité souverainiste dans un environnement hostile. Pour d'autres acteurs, notamment extérieurs, il devient un point de friction stratégique. Cette polarisation n'est pas idéologique au sens strict. Elle s'ancre dans des gestes répétés, observables et mesurables, qui modifient les équilibres établis. Comprendre cette phase exige donc de dépasser le récit spectaculaire. Les indices internes s'accumulent. Chaîne de commandement resserrée, communication compartimentée, présence accrue dans les zones sensibles. Mis bout à bout, ils décrivent une logique de préemption. La crise ne surgit pas, elle se révèle. Ainsi, la première réponse à la question initiale se précise. Si la tension semble soudaine, sa mécanique ne l'est pas. Et cette mécanique éclaire déjà l'affrontement discret entre projection d'influence et volonté d'autonomie. Au-delà des schémas abstraits, la crise prend forme à travers des décisions humaines, immédiates, parfois invisibles au premier regard. Deux trajectoires permettent d'en saisir l'impact précoce, l'une administrative, l'autre opérationnelle, chacune révélant comment l'État réagit quand la rumeur menace de devenir réalité. D'un côté, au sommet de l'appareil sécuritaire, des mesures discrètes réorganisent la chaîne de confiance. Des officiers sont écartés,
des postes sensibles réattribués, des flux d'informations filtrés avec une rigueur accrue. Ce type de décision, en apparence technique, modifie pourtant l'équilibre interne. Il réduit les zones grises, ferme les canaux parallèles et impose une discipline nouvelle dans un environnement saturé de signaux contradictoires. La stabilité ne se proclame pas, elle se fabrique par retraits successifs et par choix assumés. De l'autre côté, sur le terrain, la réponse se matérialise par une présence constante. Les patrouilles nocturnes s'intensifient dans les quartiers stratégiques de Ouagadougou, les axes sont contrôlés, les communications locales vérifiées. Cette vigilance n'a rien de spectaculaire. Elle repose sur la répétition, l'endurance et une visibilité calculée destinée autant à rassurer qu'à dissuader. Sous la pluie ou dans le silence des rues vides, ces opérations rappellent que la sécurité dépend aussi d'un effort physique, quotidien. Ces deux niveaux d'action ne s'additionnent pas mécaniquement. Ils se renforcent. L'un clarifie les responsabilités. L'autre maintient le lien avec le réel. Ensemble, ils produisent un effet immédiat. La crise cesse d'être abstraite. Elle devient gérable. En clair, la souveraineté se mesure d'abord dans ses gestes concrets. Avant, le pays avançait dans une routine fragile, mais reconnaissable. Patrouilles espacées, communication institutionnelle régulière, marché animé, diplomates visibles dans la capitale. Après, tout bascule en quelques heures. Les rues se vident, les échanges se raréfient, les agendas se ferment. Cette fracture nette marque le véritable déclencheur de la séquence. Vendredi soir, les services de renseignement repèrent des échanges chiffrés inhabituels. Le lexique utilisé n'est pas nouveau. Des expressions déjà observées lors d'opérations clandestines ailleurs au Sahel réapparaissent, masquant des intentions plus lourdes derrière des formules anodines. Les analystes ne parlent certes pas encore de rupture, mais l'alerte interne est déclenchée. Dans le même temps, des réunions prévues dans plusieurs ambassades sont annulées, sans explication, et certains flux financiers sont suspendus de manière ciblée. La montée en tension s'accélère le week-end. Des drones non identifiés survolent brièvement une zone militaire au nord, comme pour tester les temps de réponse. Des tracts anonymes circulent en ville, reprenant mot pour mot des formulations déjà vues à Bamako ou à Niamey avant des tentatives de renversement. La répétition n'est pas un hasard. Elle fonctionne comme un signal adressé à plusieurs publics à la fois. Rien n'est improvisé, tout est calibré. Lundi, le seuil est franchi. Les garnisons régionales signalent des perturbations dans leur transmission et l'état-major suspend toutes les permissions. Les unités se repositionnent autour des points sensibles de Ouagadougou. L'aéroport passe sous contrôle renforcé, la télévision nationale sécurise ses installations et des barrages apparaissent au carrefour stratégique. La capitale se referme progressivement, non dans la panique, mais dans une forme de silence organisé. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré intervient publiquement. Le ton tranche avec l'agitation extérieure. La parole est mesurée, lente, presque clinique. Le message est simple. Le Burkina Faso ne se place sous aucune tutelle étrangère. Cette prise de parole n'annonce pas une victoire. Elle redéfinit le cadre d'interprétation des événements. La crise n'est plus présentée comme un désordre, mais comme une épreuve de souveraineté. Mardi ouvre la phase des retombées immédiates. Des cyberattaques frappent plusieurs sites gouvernementaux, provoquant des interruptions par vagues. Parallèlement, des campagnes de désinformation se diffusent sur les réseaux sociaux, annonçant des défections fictives et des chutes imminentes du pouvoir. L'objectif est clair, épuiser la confiance avant d'atteindre les structures matérielles. Pourtant, rien ne cède. Les forces loyales tiennent leur position, et des images d'Ibrahim Traoré visitant les avant-postes circulent rapidement. L'uniforme poussiéreux, la proximité avec les soldats, la brièveté des échanges composent un contre-récit visuel. Mercredi, plusieurs officiers sont arrêtés pour contact suspect à l'étranger. Le communiqué est sec, sans mise en scène,
À partir de là, la tension décroît sans disparaître. Les rues se remplissent timidement, les marchés rouvrent partiellement. Le pire semble évité, mais la séquence a laissé une trace durable. Ce qui a échoué une fois peut revenir autrement. Avant la séquence, l'État fonctionnait sur une posture de vigilance graduée. Après, il active une réponse mesurable, rapide et coûteuse. En moins de 72 heures, 23 unités de sécurité sont redéployées autour de Ouagadougou, soit environ 18% de la capacité opérationnelle nationale, un seuil rarement atteint dans les crises récentes de la région. Ce passage du régime normal à un régime renforcé indique une anticipation, non une improvisation. Ce premier indicateur doit être lu avec prudence. 18% ne signifie pas une mobilisation totale, mais une marge d'action volontairement entamée. Autrement dit, l'appareil sécuritaire accepte un coût immédiat pour bloquer une trajectoire jugée plus risquée à moyen terme. Cette décision n'est pas seulement défensive. Elle vise à occuper l'espace avant que la menace ne se matérialise. Les analystes régionaux soulignent que ce type de préemption est peu fréquent dans les capitales sahéliennes, où l'attente prévaut souvent sur l'initiative. Ici, le signal est clair. Le pouvoir refuse d'être acculé. Le deuxième indicateur concerne l'économie extérieure. Depuis le début de la crise, les échanges commerciaux avec certains partenaires occidentaux reculent d'environ 22%. Pris isolément, ce chiffre pourrait suggérer une fragilisation brutale, mais replacé dans son contexte, il décrit plutôt un ajustement contrôlé. Les marchés locaux continuent de fonctionner et une partie des flux se redirige vers des partenaires régionaux. La contraction n'est donc pas synonyme d'effondrement, elle correspond à une recomposition des dépendances. L'économie ralentit, mais elle absorbe le choc sans rupture systémique. Ce basculement économique a une conséquence directe. Il transforme la crise sécuritaire en test de résilience structurelle. Les importations se diversifient, les acteurs locaux gagnent en importance, et les institutions financières nationales adoptent une prudence renforcée. Cette phase d'adaptation confirme que la pression extérieure ne se limite pas à la sphère militaire. Elle agit aussi comme un levier économique destiné à influencer les choix politiques. Le troisième indicateur relève de la perception collective. Un sondage interne, mené sur un échantillon d'environ 5000 personnes, montre que 64% des Burkinabés attribuant la tentative de déstabilisation à des facteurs extérieurs. Ce chiffre ne mesure pas une vérité objective, mais une cohésion perceptive. Dans un contexte d'incertitude, cette lecture partagée réduit le risque de fragmentation interne. Elle crée un socle narratif commun, fragile mais opérant, sur lequel l'État peut s'appuyer. Ces trois données, 18% de capacités redéployées, 22% d'échanges occidentaux, 64% de perception d'ingérence, ne racontent pas des histoires séparées. Elles dessinent une ligne continue reliant sécurité, économie et opinion. Elles indiquent que la tentative de déstabilisation n'a pas seulement échoué, elle a déclenché un réajustement rapide des réflexes nationaux. Dans cette configuration, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme celui d'un décideur solitaire que comme un catalyseur. Sa décision initiale accélère des mécanismes déjà présents, mais leur efficacité dépend d'un écosystème plus large. Institutions, forces de sécurité, réseaux économiques et perception publique. La donnée, ici, ne sert pas à proclamer un succès. Elle sert à clarifier une trajectoire encore instable. Le débat autour de la trajectoire actuelle du Burkina Faso se structure autour de deux visions cohérentes, chacune fondée sur des raisonnements solides et des expériences politiques distinctes. Les exposer dans leur forme la plus rigoureuse permet d'éviter la caricature et de comprendre où se situe réellement le point de friction. La première lecture, largement portée par des observateurs et des chancelleries occidentales, considère que la dynamique en cours fragilise l'équilibre régional. Selon cette analyse, la rupture rapide avec certains partenaires traditionnels, combinée à une rhétorique souverainiste affirmée, accroît les risques d'isolement. Le Sahel, déjà marqué par une instabilité chronique,
ne supporterait pas une recomposition trop brusque de ces alliances. Dans cette optique, la réduction des coopérations établies crée un vide sécuritaire susceptible d'attirer d'autres acteurs aux intentions moins transparentes. Le risque principal identifié n'est pas l'effondrement immédiat, mais une montée progressive des tensions, difficile à contenir. La seconde lecture, majoritairement défendue sur le continent africain, inverse le diagnostic. Elle voit dans la stratégie actuelle non pas une prise de risque inconsidérée, mais une correction attendue. Les partisans de cette approche soulignent la dépendance historique au financement extérieur, qui a longtemps limité les marges de manœuvre politiques. Ils rappellent que la part de l'aide étrangère dans le budget national a reculé de manière significative ces dernières années, signe d'une volonté de rééquilibrage. Dans cette perspective, la diversification des partenariats et le recentrage régional ne constituent non pas un isolement, mais une redistribution des leviers d'influence. Confrontés aux faits disponibles, ces deux visions perdent leur caractère exclusif. Les données montrent que le pays ne s'est ni effondré sous la pression, ni transformé en modèle stabilisé. Les attaques contre certaines infrastructures diminuent, tandis que les tensions diplomatiques persistent sans déboucher sur une rupture totale. La réalité observée se situe dans un entre-deux, une phase d'ajustement où chaque gain s'accompagne d'un coût. L'enjeu n'est donc pas de trancher idéologiquement, mais de comprendre pourquoi un risque assumé peut devenir un apprentissage collectif, à condition d'être documenté, corrigé et maîtrisé dans le temps. Après l'échec visible de la manœuvre initiale, la crise ne disparaît pas, elle se déplace. Le champ de bataille cesse d'être principalement matériel pour devenir informationnel, plus diffus et plus durable. Les signaux spectaculaires s'estompent, mais les pressions se recomposent sous d'autres formes. Campagnes de désinformation ciblées, rumeurs coordonnées, infiltration numérique et messages anonymes destinés à fatiguer la cohésion collective plutôt qu'à provoquer une rupture immédiate. Dans cette phase, le temps devient un facteur stratégique. Il ne s'agit plus de frapper vite, mais d'user lentement. Les offensives cherchent moins à renverser qu'à désorienter, moins à imposer un événement qu'à installer un doute continu. La crise s'inscrit alors dans le quotidien, rendant plus difficile la distinction entre alerte réelle et bruit ambiant. C'est ici que la posture d'Ibrahim Traoré évolue sensiblement. Les interventions se font plus brèves, plus techniques, presque pédagogiques. L'objectif n'est plus de mobiliser par l'émotion, mais de normaliser la vigilance. Une formule revient comme un pivot implicite. La vigilance n'est plus une réaction, elle devient une méthode. Ce glissement transforme la peur en protocole et l'exception en routine maîtrisée. Le point médian de la séquence est donc clair. Le coup avorté n'était pas une fin. Il marque l'entrée dans une phase plus longue, où la véritable épreuve n'est pas l'attaque frontale, mais l'endurance collective. Les répliques de la séquence ne se limitent pas au cercle sécuritaire. Elles se diffusent progressivement dans l'ensemble du tissu burkinabé, touchant l'État, les entreprises, les ménages et les équilibres régionaux. Examiner ces effets, couche par couche, permet de mesurer la portée réelle de ce qui s'est joué au-delà de l'épisode immédiat. Du côté de l'État, la première conséquence visible concerne l'appareil institutionnel. Les procédures se resserrent, les chaînes de commandement se raccourcissent et la circulation de l'information devient plus contrôlée. La part du budget alloué à la sécurité progresse sensiblement, traduisant un arbitrage clair en faveur de la stabilité à court terme. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette centralisation vise à empêcher la reconstitution de réseaux parallèles. Elle renforce la cohésion interne, mais réduit temporairement les marges d'action d'autres ministères, créant une tension durable entre résilience et surcharge administrative. Du côté des entreprises, dans le secteur économique, l'impact s'y était contrasté. L'industrie minière subit un choc immédiat avec la suspension de plusieurs concessions étrangères, entraînant une baisse d'environ 15% des exportations d'or. Cependant, la production locale se maintient grâce à l'entrée de nouveaux opérateurs régionaux. Pour les entreprises nationales, l'incertitude agit comme un catalyseur paradoxal. Elle complique l'accès aux financements internationaux, mais stimule la recherche de partenariats africains
et l'innovation interne. Le risque augmente, mais les dépendances se recomposent. Du côté des ménages, au niveau des ménages, la pression est tangible. L'inflation alimentaire frôle les 11%, affectant en priorité les foyers les plus vulnérables. Pourtant, des mécanismes d'amortissement se mettent en place. Les réseaux communautaires, le stockage partagé et les circuits locaux atténuent partiellement le choc. Le discours public, sans effacer les difficultés, contribue à inscrire l'effort dans une logique collective. La crise devient un apprentissage quotidien, fait d'ajustements modestes mais répétés. À l'échelle régionale, à l'échelle du Sahel, les conséquences sont stratégiques. La coopération renforcée entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger redessine les équilibres sécuritaires. Les incursions transfrontalières diminuent d'environ 9%, signalant une efficacité opérationnelle accrue. Pour les partenaires extérieurs, cette recomposition complique les schémas d'influence traditionnels. Le pays ne se replie pas, il s'insère dans un bloc régional en construction. Pris ensemble, ces effets dessinent une trajectoire hybride. Il n'y a ni effondrement, ni triomphe. La séquence agit comme un accélérateur de transformation déjà latente, obligeant chaque acteur à s'adapter. La conséquence majeure n'est peut-être pas institutionnelle ou économique, mais cognitive. La crise modifie durablement la manière dont le risque est perçu et géré. À moyen terme, la trajectoire du Burkina Faso dépend moins d'un événement unique que de l'enchaînement de décisions cohérentes ou contradictoires. 3 scénarios permettent de structurer cette incertitude sans prétendre prédire l'avenir. Ils fonctionnent comme des cadres de lecture, non comme des prophéties. Une première trajectoire plausible est celle d'une consolidation sous pression. Dans cette hypothèse, l'État maintient une stabilité relative. Les forces de sécurité, déjà réorganisées, continuent de sécuriser les axes stratégiques, tandis que l'économie progresse à un rythme ralenti, mais maîtrisé. Les tensions diplomatiques persistent, mais deviennent routinières, intégrées dans le fonctionnement quotidien. Les partenaires extérieurs s'adaptent à une nouvelle normalité. Un Burkina Faso plus prudent, plus opaque, mais opérationnel. Le risque demeure présent, sans basculer vers une crise ouverte. Une seconde trajectoire, plus favorable, serait celle d'une affirmation souveraine progressive. Ce scénario suppose que les ajustements en cours produisent des effets cumulatifs. Les partenariats régionaux se renforcent, la logistique intérieure s'améliore et la diversification économique réduit sensiblement la dépendance extérieure. Les provinces sécurisées s'étendent, facilitant les échanges internes et la circulation des biens. Le bloc régional Mali-Niger-Burkina gagne en crédibilité opérationnelle, attirant de nouveaux partenaires non occidentaux. Dans ce cadre, l'administration gagne en professionnalisme et la société civile trouve des espaces de participation plus structurés. Une troisième trajectoire, plus dégradée, serait celle d'une fragmentation contrôlée. Ici, une pression externe accrue. Sanctions coordonnées, cyberattaques majeures ou chocs économiques fissurent la cohésion existante. L'État réagit par une centralisation renforcée et des mesures d'urgence prolongées. La stabilité est préservée, mais au prix d'une rigidification du système. Les tensions sociales augmentent. Les marges d'initiative locale se réduisent et la fatigue collective devient un facteur de risque. Face à ces 3 trajectoires, une règle de lecture s'impose. Penser en termes de cohérence plutôt que de fatalité. Si les décisions restent alignées avec leurs objectifs déclarés, alors les coûts peuvent être absorbés. Sinon, les contradictions internes deviennent le principal facteur de fragilisation. La question clé n'est donc pas laquelle de ces trajectoires adviendra, mais si les choix à venir seront vérifiés, documentés et ajustés à temps. Derrière les stratégies étatiques et les équilibres régionaux, la crise transforme aussi la vie de ceux qui n'exercent aucun pouvoir direct, mais qui en subissent les effets cumulés. 3 groupes, souvent relégués à l'arrière-plan des analyses, voient que leur quotidien durablement modifié.
D'un côté, les travailleurs urbains, dans les villes, l'incertitude devient un paramètre constant. Les fluctuations de prix compliquent la planification, les coupures intermittentes perturbent l'activité et la rumeur permanente pèse sur la concentration. Pourtant, ces contraintes produisent aussi des ajustements rapides. Les déplacements sont optimisés, les ressources mutualisées, les réseaux d'entraide renforcés. La solidarité ne disparaît pas sous la pression, elle change de forme et s'organise de manière plus pragmatique. D'un autre côté, les familles rurales, dans les zones rurales, l'impact est moins spectaculaire mais plus structurel. L'insécurité modifie les calendriers agricoles, influence les choix de culture et affecte l'accès au marché. En réponse, les villages développent des stratégies d'autonomie, diversification des semences, stockage collectif, partage des équipements solaires. Cette adaptation forcée renforce des compétences locales longtemps sous-estimées. La résilience devient un savoir-faire transmis, non un simple réflexe de survie. Et puis, la jeunesse en formation, les étudiants, apprentis et lycéens vivent cette période comme une initiation politique précoce. Les débats se multiplient dans les salles de classe, les ateliers et les espaces numériques. Beaucoup découvrent que la souveraineté n'est pas un concept abstrait, mais un enjeu concret qui influence leur perspective d'avenir. Cette génération forge une maturité civique accélérée, façonnée par l'expérience directe de l'incertitude. À travers ces groupes, une même dynamique se dessine. La crise n'est pas seulement une épreuve à subir, mais un processus de transformation. Les habitudes changent, les priorités se déplacent, une mémoire collective se construit. C'est dans ces ajustements ordinaires que se prépare silencieusement la suite de la trajectoire nationale. Pour sortir d'un état d'alerte permanent sans relâcher la vigilance, une méthode explicite s'impose. Autour d'Ibrahim Traoré, plusieurs axes de travail se dessinent déjà, non comme des slogans, mais comme une succession d'actions vérifiables. L'objectif n'est pas d'éliminer le risque, mais de le contenir dans des cadres lisibles. D'abord, il s'agit de sécuriser les zones périphériques. Les forces locales, appuyées par les unités régionales, concentrent leurs efforts sur les axes frontaliers sensibles. L'indicateur de suivi est simple, l'évolution mensuelle des incursions transfrontalières. Sans cette stabilisation minimale, aucune réforme durable ne peut tenir. Ensuite, il faut réorienter les flux économiques. Les ministères économiques travaillent à renforcer les corridors commerciaux régionaux afin de réduire la dépendance aux circuits traditionnels. Le critère d'évaluation porte sur la part des importations issues de partenaires africains. Ce basculement progressif vise à amortir les chocs extérieurs sans provoquer de rupture brutale. Puis, produire davantage localement devient essentiel. Dans les secteurs miniers, agricoles et agroalimentaires, l'accent est mis sur les coopératives et les filières nationales. L'indicateur clé devient le taux d'autosuffisance dans plusieurs chaînes pilotes. Cette production locale ancre la souveraineté dans des capacités concrètes, mesurables. Après cela, la communication doit gagner en rigueur. L'administration et les médias publics renforcent les pratiques de vérification et de contextualisation. L'objectif n'est pas le silence, mais la stabilité informationnelle. Moins de rumeurs, plus de cohérence. Enfin, il devient crucial d'institutionnaliser la vigilance. Transformer l'expérience accumulée sous Ibrahim Traoré en cadre durable. Formation civique, documentation des décisions, mécanismes de contrôle. La vigilance devient alors une compétence collective, non une réaction ponctuelle. Cette feuille de sécurité n'offre pas de garantie. Elle propose une trajectoire testable, ajustable et surtout réversible si elle produit des effets indésirables. Dans les rues où les patrouilles nocturnes avançaient sous la pluie, le calme revient par fragments, jamais tout à fait complet. Les mêmes carrefours, les mêmes lampes, les mêmes silhouettes anonymes rappellent les premiers jours de tension, quand chaque geste comptait. Ce motif initial réapparaît. La stabilité ne naît pas d'un moment spectaculaire, mais d'une accumulation de décisions modestes, répétées,
parfois ingrate. Au fil des semaines, ces gestes se transforment en habitudes. Les commerçants ajustent leurs horaires, les familles sécurisent leurs approvisionnements, les étudiants débattent avec plus de méthode. La vigilance quitte le registre de l'exception pour entrer dans celui du quotidien. Ce déplacement est décisif, car il change la nature même de la résilience. Dans ce paysage recomposé, le nom d'Ibrahim Traoré n'occupe plus chaque instant de l'espace public. Il agit comme un repère, non pour célébrer un homme, mais pour symboliser une orientation collective. L'autorité ne se mesure plus à la visibilité, mais à la capacité de maintenir un cap sans dramatisation permanente. Et au fond, la dignité se construit dans la durée. Ce rappel du motif initial relie les décisions administratives aux efforts de terrain, les données froides aux vies ordinaires. Rien n'a été effacé, mais quelque chose a mûri. La crise, sans disparaître, a laissé une trace structurante, une mémoire partagée de ce qui a failli céder et de ce qui a tenu. L'histoire qui vient de se dérouler ne se referme pas avec la baisse visible de la tension. Elle se prolonge dans une phase plus discrète, où la vigilance collective compte autant que les stratégies officielles. Comprendre, vérifier, discuter deviennent des gestes ordinaires, mais décisifs, pour éviter que l'incertitude ne se transforme en fatigue ou en résignation. Cette période appelle moins à la confrontation qu'à une présence active. S'informer sans se laisser submerger, confronter les points de vue sans les caricaturer, relier les faits plutôt que les rumeurs. Ces pratiques renforcent la cohérence d'un moment encore fragile. Elles permettent aussi de maintenir un espace commun de discussion, condition minimale de toute souveraineté durable. Dans ce cadre, le rôle d'Ibrahim Traoré, comme celui des institutions et des citoyens, ne peut être réduit à un mot d'ordre. Il s'inscrit dans une dynamique plus large, faite d'ajustements, de débats et de corrections successives. Rien n'est figé, tout reste perfectible. La question qui demeure est simple mais ouverte. Comment transformer cette attention nouvelle en habitude durable, sans qu'elle ne s'épuise avec le temps? Les réponses ne sont pas toutes écrites. Elles émergent des échanges, des désaccords argumentés et des lectures croisées. Si ce sujet vous interpelle, vous pouvez poursuivre la réflexion, proposer un autre angle ou partager votre analyse. Le débat, ici, fait partie de la trajectoire.